Très bien. Bienvenue dans cette réunion visio-webinaire pour parler de la Semaine nationale de la dénutrition. Je suis Agathe Reynaud-Simon, je suis professeure de gériatrie à Paris à la PHP et présidente du collectif de lutte contre la dénutrition. Et donc, on va vous présenter le bilan de la semaine 2025 et la présenter et discuter de votre engagement, si vous le souhaitez, dans la Semaine nationale de la dénutrition 2026. Alan, je te laisse te présenter. Merci Agathe, Alan Fossani, je suis coordinateur de la Semaine nationale de la dénutrition je vais vous expliquer comment vous pouvez participer à la semaine, quels sont les outils qu'on vous met à disposition pour vous accompagner dans la réalisation d'actions durant la semaine de la dénutrition. Donc, comme on est assez peu nombreux, je vous propose qu'on fasse un peu le tour. Monsieur Mégé-Laurent, peut-être que tout le monde vous connaît, mais ce n'est pas sûr. Bonjour à toutes et à tous, Laurent May, je travaille au sein de l'ARS de Corse à la direction de la santé publique, notamment sur l'alimentation santé, et je suis très heureux d'accueillir ce webinaire et je remercie l'équipe par avance de prendre ce temps-là pour faire un petit briefing aux personnalités qui souhaitent s'engager, aux structures qui souhaitent s'engager. C'est vrai que sur notre territoire, on a un certain nombre d'enjeux autour de cette problématique de santé publique, avec certaines spécificités, notamment la population qui est relativement âgée et un certain nombre de difficultés, notamment liées à l'île montagne et aux chronodistances que cela engendre. Et c'est vrai que c'est une problématique qui est souvent assez peu appréhendée, assez mal appréhendée, d'où l'intérêt de ce type d'exercice pour pouvoir être davantage en capacité de prévenir et de lutter contre la nutrition avec les outils, on verra qu'ils sont nombreux, qui sont mis à disposition par le collectif que je remercie à nouveau. Merci à vous. Madame Sarah Ray. Bonjour à tous. Moi, c'est Sarah Ray. Je remplace ma collègue, le docteur Dominique Zampogne, qui exerce comme moi à la Fédération Corse pour la coordination et l'innovation en santé, autrement dit la FCCIS. Très bien. Merci d'être là. Elsa Peter. Est-ce que vous voulez vous présenter, dire ce que vous faites? Ah, ni micro ni caméra. Alors c'est pas grave. Soit vous nous mettez un petit mot dans le chat, soit c'est pas grave. Alexandra Forcioli. Je le dis sûrement pas bien. Coordinatrice des animations du CIS du pays ajaccien. Parfait, merci beaucoup. Christelle Gauthier. Le CIS est bien représenté. Vous avez la possibilité d'activer vos micros si vous le souhaitez. Ah, ça y est. Vous m'entendez? Ah bah oui. Oui, bonjour, Elsa Pister du CIS du pays ajaccien. Très bien, merci beaucoup d'être là. Merci. Est-ce que les autres veulent ouvrir le micro et dire qui ils sont? Non, peut-être pas. C'est pas très grave. Je vois que Roxane elle est dans une association Alpha. Très bien. Bon, on va commencer. Alors, prochaine diapositive. Donc, en fait, on est là pour parler de dénutrition. Donc, moi, je vais commencer par vous faire un peu une information avec des choses que vous savez peut-être déjà, mais bon, juste pour vraiment vous dire de quoi on parle. Et puis après, Alan Fossani vous présentera donc le bilan de la semaine 2025 et puis comment participer à la Semaine nationale de la dénutrition 2026 si vous le souhaitez. Alors, vous le savez intuitivement, quand on souffre de dénutrition, c'est qu'on ne mange pas assez, on a un apport en nutriments qui est insuffisant par rapport à nos besoins en nutriments. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on ne mange pas assez par rapport à ses besoins? Ben, l'organisme va aller chercher dans ses réserves
Et il va chercher aussi d'abord dans le tissu adipeux pour mobiliser de l'énergie pour que notre organisme fonctionne. Le problème, c'est que le tissu adipeux, finalement, il n'est pas rapidement mobilisable. Et quand on a besoin de plus de nutriments, on va se tourner vers le muscle pour aller chercher des protéines, des acides aminés qui vont être réutilisés, métabolisés pour reformer des protéines et aussi pour reformer du glucose et donc de l'énergie. Et en fait, le muscle, il est assez rapidement mobilisable. C'est pour ça que quand on est malade, que tout à coup on ne mange pas bien, ben c'est en fait vers le muscle que l'organisme se dirige pour aller chercher des nutriments. Donc, quand on perd du muscle, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, d'abord, on est plus fatigué, il y a un impact sur les capacités fonctionnelles, et puis, pour des raisons qui sont un peu complexes, on perd aussi en immunité. On a une faiblesse immunitaire qui fait qu'on augmente le risque d'infection, on augmente le risque de complications médicales et chirurgicales à la maison et à l'hôpital. Et finalement, tout ça va conduire à plus d'hospitalisation, des durées de séjour plus longues, une augmentation des décès et puis forcément des augmentations de coûts de santé. Prochaine diapo. Alors, la dénutrition, c'est une maladie qui a des critères diagnostiques et ces critères ont été revus par la Haute Autorité de Santé en 2019 pour l'enfant et l'adulte et en 2021 pour la personne âgée. Et en fait, pour pouvoir parler de dénutrition, il faut au moins un critère phénotypique, ça veut dire clinique, quelque chose qu'on peut mesurer, et au moins une bonne cause de dénutrition, c'est-à-dire un critère étiologique. Et on peut choisir, ou on doit mesurer, mais en fait, on peut choisir au moins un de ces critères phénotypiques, c'est-à-dire la perte de poids, et ça, c'est les seuils HAS que vous connaissez probablement, plus de 5% en un mois, plus de 10% en 6 mois. Et ce qui a été rajouté là dans ces dernières recos, c'est que c'est plus de 10% aussi par rapport au poids habituel avant la maladie, ce qui nous donne quand même une façon un peu plus élastique de définir la dénutrition. Quelquefois, quand les gens ont perdu du poids dans le cadre d'un cancer, ça peut être sur une année, sur 2 ans, ou des troubles cognitifs, etc. L'IMC, le seuil en dessous duquel on parle de maigreur, c'est 18,5 chez les adultes et 22 chez les personnes âgées. Et puis, comme je vous ai expliqué que la dénutrition, c'est principalement une histoire de muscles, et bien en fait, il y a des paramètres musculaires qu'on peut mesurer pour parler de dénutrition. Chez l'adulte, c'est une diminution de la masse musculaire. On peut la mesurer avec la circonférence du mollet ou par impédance-métrie ou par DEXA, peu importe, ou une diminution de la force musculaire qu'on peut mesurer avec la force de préhension ou les levées de chaise, ou encore une diminution de la vitesse de marche. Chez la personne âgée, la définition elle est un peu plus stricte et elle correspond à la définition européenne communément acceptée de sarcopénie, qui est à la fois une diminution de la masse musculaire et de la force musculaire. Et puis, les critères étiologiques, les bonnes raisons de devenir dénutri, c'est de diminuer ses apports alimentaires, c'est clair, et donc ça, c'est un point important. Mais le plus souvent, ça s'accompagne d'une pathologie qui peut être aiguë, chronique ou celle d'un cancer, et plus rarement une malabsorption, c'est-à-dire que notre tube digestif n'est plus capable d'absorber les nutriments, par exemple en cas de pancréatite chronique sévère ou en cas d'intestin grêle trop court, etc. Prochaine diapo. En pédiatrie, on va passer, parce que ce n'est pas tout à fait le sujet, un point vraiment important, c'est qu'on peut être à la fois dénutri et en situation de surpoids et d'obésité. Et donc ça, c'est un point important. On ne peut pas être rassuré simplement parce que la personne est en surpoids. Ce qu'on voit de surpoids, c'est le tissu adipeux, mais ce qui est plus difficile à voir, c'est le muscle. Et la dénutrition, c'est le muscle. Et donc, on peut avoir à la fois trop de gras et pas assez de muscles, et ça arrive assez souvent en réalité. Donc, vous voyez le personnage de gauche, c'est quelqu'un qui est de poids normal, qui a des beaux muscles et un petit peu de tissu adipeux.
Et si on regarde en dessous de ce personnage, d'abord sa coupe de cuisse en IRM, ben, vous voyez que l'ensemble presque de la surface de la cuisse est occupé par le muscle qui est homogène, tout à fait lisse. Et puis, il y a un fin contour de tissu adipeux en blanc et au milieu, le fémur aussi en blanc. Donc là, c'est la façon la plus normale, disons, ou en tout cas ce qui est associé à la meilleure santé. Si vous regardez juste en dessous du personnage, mais l'image colorée, ben, vous voyez que si on fait un scanner abdominal et qu'on colore la masse, les surfaces musculaires en rouge, ben, vous voyez qu'il y a une surface musculaire, surtout paravertébrale, qui est assez importante. En jaune, le gras à l'intérieur, il n'y en a pas beaucoup. Et puis, vous voyez, là, c'est une bonne composition corporelle. À droite, vous avez un personnage qui est en surpoids et vous voyez en haut, il a beaucoup de tissu adipeux un peu partout. Et puis, vous voyez que son muscle est pas tellement, il est beaucoup plus petit et avec du gras à côté. Et en fait, ce qu'on veut illustrer là, c'est que le gras, il s'infiltre dans le muscle. Quand vous regardez la coupe de cuisse en dessous, vous voyez que la surface musculaire elle est réduite et il y a beaucoup de tissu adipeux. Et ce qui est blanc et qui s'infiltre à l'intérieur du muscle, ben, c'est du tissu adipeux. Et c'est du gras qui va s'infiltrer jusqu'à l'intérieur des fibres musculaires. Vous prenez une petite fibre musculaire, vous la mettez au microscope, vous voyez des gouttelettes de gras. Et donc ça, c'est pas bon du tout pour la fonction musculaire. Et à droite, vous voyez la coupe de scanner en L3, et là, ben, la surface musculaire est réduite et il y a beaucoup plus de tissu adipeux dans l'abdomen. Donc, ça, c'est un point important. L'obésité dite sarcopénique ou associée à la dénutrition, c'est une cause de dépendance et de complications importantes. Prochaine diapo. Alors, la dénutrition, il a été estimé qu'elle concernait environ 2 millions de personnes en France. C'est des petits-enfants. Tout à l'heure, je n'ai pas insisté sur la diapo du diagnostic en pédiatrie, mais bien sûr que ça concerne les enfants petits, malheureusement aussi, et plus grands, les adultes et les personnes âgées. Prochaine diapositive. Et donc, on a pu travailler avec l'assurance maladie pour estimer, avoir d'autres chiffres sur la dénutrition. Et là, on a utilisé comme indicateur le remboursement d'un complément nutritionnel oral par l'assurance maladie. Et donc, vous voyez que 1,3 million d'assurés ont été remboursés d'au moins un CNO en 2022, ce qui correspond, ce qui est un chiffre assez concordant avec les 2 millions de dénutris, dans la mesure où d'abord, tous les dénutris n'ont pas de complément nutritionnel oraux, et d'autre part, on sait que la dénutrition, elle est sous-diagnostiquée et donc sous-traitée. Ce qui est intéressant là aussi, c'est la répartition des âges. Vous voyez, 17 ans et moins, c'est 2% de ces personnes qui sont remboursées de CNO. Et puis, eh ben, ça augmente ensuite avec l'âge. Et bien sûr que les 85 ans et plus, et surtout, disons même les 75 ans et plus, représentent une grande partie des personnes qui ont été identifiées comme dénutries. Et là, l'assurance maladie nous dit les 65 ans et plus représentent plus d'1 million d'assurés à avoir eu un remboursement de CNO en 2022. Prochaine diapositive. On a aussi pu travailler avec l'assurance maladie sur un autre indicateur qui est le codage de la dénutrition à l'hôpital. Et donc là aussi, le codage de la dénutrition, ben, vous voyez qu'on en trouve chez les tout petits à partir d'1 an, et puis les adolescents, et puis les jeunes adultes, et puis là encore, ça augmente évidemment de façon très importante avec l'âge. Ce qui est important en tout, là, le repérage du codage, ça a identifié 600 000 personnes hospitalisées qui avaient un codage de dénutrition. Mais en fait, ça représente que 9% des personnes hospitalisées, ce qui est impossible. Toutes les études cliniques montrent que c'est au moins 30%. Et donc, ça veut dire qu'actuellement, à l'hôpital, on reconnaît qu'une personne sur 3 et on code qu'une personne sur 3 en termes de dénutrition. Donc, insuffisance du dépistage et du diagnostic, insuffisance de la prise en charge. Prochaine diapositive. Tu peux passer. Ce qui est important, pourquoi est-ce qu'on pense que c'est important d'améliorer la sensibilisation, le diagnostic de la dénutrition? Ben, c'est parce que la prise en charge, elle est efficace. On peut améliorer la santé des personnes en traitant la dénutrition.
Alors, un bel essai clinique randomisé, contrôlé, a été fait en Suisse, dont je vous montre ici les résultats. C'était des patients à risque de dénutrition pour qui on comparait deux interventions, les soins usuels ou un suivi diététique individualisé, rapproché. Ça veut dire que la diététicienne ou le diététicien allait tous les 2 jours voir le patient, adapter l'alimentation qu'il y avait sur le plateau venant de la cuisine, mettait en plus des collations et proposer des compléments nutritionnels oraux. Et donc, vous voyez sur les tableaux de droite, sur les histogrammes, que quand on regarde le pourcentage de patients qui atteignent leurs besoins énergétiques en haut et leurs besoins protidiques en bas, eh ben, on voit que dans le groupe usuel en bleu, eh ben, vous voyez qu'à J1, à l'entrée à l'hôpital, il n'y en a que 30% qui atteignent leurs besoins. Mais dès ce premier jour, la prise en charge nutritionnelle permet d'augmenter ce pourcentage de patients à 55%. Et vous voyez que finalement, la différence entre les deux interventions, elle persiste pendant les 10 premiers jours de l'hospitalisation. Donc ça, c'est d'abord le premier message, c'est qu'on dit toujours, bah oui, ils arrivent à l'hôpital, ils mangent rien, c'est normal, ils sont pas bien, c'est pas bon, etc. Et on dit, bah, c'est une fatalité, on peut rien faire. C'est pas vrai. On peut, dès J1, améliorer les ingestats de personnes hospitalisées, comme on peut le faire aussi à domicile dans des situations potentiellement plus chroniques. C'est vrai pour les apports énergétiques, c'est vrai pour les apports protéiques. Et cette amélioration des ingestats, elle résulte à 1 mois par moins de complications pendant l'hospitalisation, de manière significative, moins de pertes d'autonomie, une meilleure qualité de vie et moins de décès. Ça veut dire que la prise en charge nutritionnelle, ça sauve des vies à 1 mois. Et donc, c'est quand même un résultat vraiment intéressant. Prochaine diapositive. Alors, c'est pour ça qu'on lutte contre la dénutrition dans cette association. C'est pour ça qu'on essaye de sensibiliser le plus grand nombre de gens. Je n'ai pas non plus montré tous les résultats d'efficacité de la prise en charge nutritionnelle, mais ça réduit aussi les infections nosocomiales, ça diminue les hospitalisations chez les personnes âgées qui sont dénutries à domicile, etc., etc. Donc, la Semaine nationale de la dénutrition, ben, c'est Alan qui va vous la présenter, donc je lui donne la parole. Merci beaucoup. Euh, donc oui, en effet, la Semaine nationale de la dénutrition, c'est une semaine de mobilisation à l'échelle de toute la France et qui aura lieu cette année du 16 au 22 novembre. Donc on va vous présenter comment vous pouvez vous aussi y prendre part, comment vous pouvez vous engager, comment vous pouvez participer, et puis l'ensemble des ressources et des temps forts qu'on vous propose à l'occasion de cette semaine. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit mot sur la Semaine nationale de la dénutrition 2025, qui a été une des éditions les plus importantes en termes d'ampleur de mobilisation. On a eu plus de 3200 organisations qui se sont enregistrées sur la plateforme officielle de labellisation, donc qui est en fait la plateforme d'inscription à la Semaine de la dénutrition. Et ça a représenté 3700 projets et 20 000 actions menées au total. Euh, Selon les chiffres des participants, on estime qu'il y a à peu près 1 million de personnes qui ont été sensibilisées d'une façon ou d'une autre à la dénutrition pendant la semaine. Et en fait, ces chiffres-là n'ont fait que monter depuis 2020, depuis la première semaine nationale de la dénutrition. Donc, euh, ce qui prouve aussi la nécessité de sensibiliser sur le sujet, ce qui prouve aussi la nécessité de le faire essaimer progressivement pour que ce mouvement de fond qui est déjà bien entamé continue à être consolidé, hein, puisque ça a déjà été présenté, mais ça concerne au moins 2 millions de personnes. Donc, c'est très important de faire le plus de bruit possible autour de cette maladie. Donc, on a envoyé un peu plus de 2000 kits de communication et ça représente 1,5 million de flyers qui ont été distribués à l'échelle de toute la France.
Alors concrètement, pour ceux et celles qui ne sont pas forcément familiers avec la semaine de la dénutrition, eh ben, la semaine, c'est un temps pendant lequel des actions sont menées dans toute la France, avec les acteurs du médico-social et du sanitaire, bien entendu, hein, qui ont très bien identifié la dénutrition, mais aussi de nombreux autres secteurs qui y prennent part. Je pense par exemple au secteur de la restauration collective, notamment, qui a été fortement représenté lors de la dernière édition. Donc, je vous le disais, cette année, ça aura lieu du 16 au 22 novembre. Tous les ans, ça a lieu à la moitié du mois de novembre. Et puis, bon, ça concerne toute la France métropolitaine, la France ultramarine. Enfin, voilà, tout le monde peut participer. Vous pouvez voir sur la carte qu'il n'y a aucune région qui n'y en reste. On voit plus le fond de la carte avec toutes ces actions qui ont été menées. Alors la semaine, c'est un programme qui est soutenu par les pouvoirs publics. On est soutenu et subventionné en grande partie par les instances du ministère de la Santé, mais aussi l'assurance maladie, l'assurance retraite, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. On voit aussi que la dénutrition devient de plus en plus prioritaire dans le programme national nutrition santé. Cette année, le programme est sorti il y a un peu plus d'un mois et demi désormais, et le terme dénutrition revient un certain nombre de fois, plusieurs dizaines de fois, ce qui n'était pas le cas dans les précédentes éditions. Donc on en est absolument ravis, mais ça montre aussi que ça devient progressivement un enjeu qui est porté par les pouvoirs publics. Alors la semaine de la dénutrition, elle s'adresse à tous les acteurs qui voudraient ou souhaiteraient prendre part à cette mobilisation. Bien entendu, il y a beaucoup d'établissements médico-sociaux, que ce soit des EHPAD, des résidences autonomie, ou encore des foyers spécialisés qui y participent. Il y a aussi beaucoup d'établissements de santé, des hôpitaux, des cliniques, mais pas que. Il y a de nombreuses antennes ou entreprises qui y prennent part. Je pense par exemple aux entreprises comme Sodexo qui ont mené des centaines d'actions l'année dernière. Il y a aussi des associations. Nous, on travaille étroitement avec France Alzheimer ou la Fédération française des banques alimentaires, par exemple, qui mènent des actions à l'échelle nationale, mais il y a aussi des actions d'associations plus locales, plus plus petite échelle. Et puis, on a vu aussi ces dernières années voir émerger une participation des professionnels du premier recours, que sont par exemple les médecins, les spécialistes ou les généralistes de ville. Ça peut être aussi les pharmacies ou encore les CPTS. Et ce sont des maillons qui sont assez pertinents, puisqu'en contact direct avec le grand public, et que ça permet donc d'étendre et de sensibiliser à beaucoup, beaucoup de personnes et à relayer les enjeux d'un public qui n'est pas forcément, qui n'a jamais qui n'a jamais entendu parler de nutrition parfois. Donc, il y a à peu près autant d'acteurs qu'il n'existe d'actions qui sont menées pendant la semaine, mais on les a quand même regroupées par typologie. L'année dernière, on a vu beaucoup d'actions qui ont été menées sur le temps du repas. Donc, je prends l'exemple d'ateliers culinaires qui sont menés avec les résidents, par exemple, et avec leurs proches. Ça peut aussi être des actions de sensibilisation pendant les repas. Il y a des actions de communication aussi qui sont massivement plébiscitées. Alors, la communication, si c'est la première fois que vous vous lancez dans une participation à la semaine de la dénutrition, ben, ça peut être intéressant puisque ce sont des actions qui sont assez simples à mettre en œuvre. Ça peut être de l'affichage, ça peut être une campagne de communication numérique, ça peut être une distribution de flyers depuis un stand. Il y a aussi des actions de sensibilisation qui peuvent prendre la forme de conférences ou de colloques à des échelles très variées, des actions de formation plutôt à destination des professionnels, et puis des actions de prévention ou encore de dépistage. Ça peut être par exemple un test de la force de préhension avec un grippe, ou ça peut être aussi des questionnaires qui sont diffusés pour permettre aux personnes de s'autodépister ou d'être dépistées. Donc vous voyez, il y a vraiment
vraiment beaucoup de types d'actions qui sont possibles. Le message qu'on souhaite vous faire passer aujourd'hui, c'est de déclarer toutes les actions en fait que vous menez que vous menez en faveur de la lutte contre la dénutrition sur la plateforme du collectif. Même si vous ne les réalisez pas pendant la semaine, eh bien c'est pas très grave. La semaine, c'est vraiment un temps de valorisation. C'est une vitrine. Mais si vous entreprenez des actions un peu plus tôt ou un peu plus tard au cours de l'année, eh bien n'hésitez pas à les déclarer sur la plateforme. Et puis, faites aussi, faites du coût humain, faites en fonction de vos ressources personnelles, de vos ressources en termes de temps, de moyens. Vraiment, toutes les actions sont bonnes et sont pertinentes pour sensibiliser. Alors pourquoi s'engager dans la semaine et plus particulièrement dans la lutte contre la dénutrition? Eh bien parce qu'on l'a déjà dit, mais c'est une maladie qui touche au moins 2 millions de personnes en France et c'est un chiffre qui est en deçà de la réalité. Vous prendrez part aussi en vous mobilisant un- à une opération qui concerne un vaste réseau de plusieurs milliers d'acteurs. On en a eu plus de 3700 en 2025. Et chaque année, il y a de nouveaux participants, il y a des primo-participants qui arrivent, donc ça ne fait que grossir d'année en année. Ça vous permet aussi de vous former sur un sujet qui peut toucher toutes les tranches de la population, que ce soit l'enfant, que ce soit l'adolescent, que ce soit un adulte qui suit un traitement anticancéreux par exemple, ou une personne âgée en perte d'autonomie. Et puis surtout, pour participer à une prise de conscience générale du grand public autour de la dénutrition, et puis aussi pour tordre un petit peu le cou aux idées reçues qui tournent autour de la nutrition et de l'alimentation de manière générale. Alors, en plus de cette partie sur le terrain de mobilisation, le collectif vous propose différentes opérations thématiques auxquelles vous pouvez participer pour sensibiliser sur les sujets phares de la lutte contre la dénutrition. Alors, un de ces sujets, c'est bien entendu l'importance de l'alimentation et du repas que nous, on perçoit comme étant un véritable soin. Et pour ça, on vous propose de participer à l'opération et ou au concours Cuisine ouverte. L'opération cuisine ouverte, le principe, c'est de cuisiner une recette en compagnie de résidents, de patients, de proches, de faire un atelier, d'enrichir ces recettes et puis de les partager et de partager leur confection sur les réseaux et puis auprès du collectif. L'objectif étant, bien entendu, de mettre en avant le savoir-faire des cuisines collectives, puis leur capacité aussi à faire cohabiter le beau, le bon et l'enrichi. Cette opération, donc, vous pouvez y participer en vous rendant à la fin du mois sur le site du collectif. On va publier des économas sucrés pardon, et salés, desquels vous pourrez vous inspirer pour confectionner vos propres recettes. Et à partir de ces ingrédients-là, eh bien, vous pourrez donc confectionner vos recettes. Et une fois la semaine passée, vous pourrez les publier sur les réseaux. Alors, ceux qui souhaitent aller encore plus loin, eh bien, en plus de ces éléments, vous pouvez également envoyer au collectif une fiche technique qui, en fait, vous servira pour analyser votre recette en termes d'apport nutritionnel, donc l'énergie pour une portion de 100 grammes, l'énergie pour une portion d'un plat, etc., etc. Et ces fiches-là, ces fiches techniques, feront foi pour candidature au concours Cuisine ouverte et un jury se réunira en janvier et décernera 6 prix, donc 3 prix pour les recettes sucrées et 3 prix pour les recettes salées. Et les gagnants et gagnantes se verront remettre en main propre leur prix lors d'un congrès en avril prochain. Donc, voilà, vous avez 2 possibilités, 2 manières de participer au concours Cuisine ouverte, enfin à l'opération Cuisine ouverte, soit en labellisant votre action et en indiquant qu'elle fait partie de l'opération Cuisine ouverte. Et le deuxième niveau d'engagement, c'est en participant au concours. Et puis, un autre sujet phare de la lutte contre la nutrition, c'est bien entendu l'activité physique adaptée. Donc, on mène depuis 5 ans une grande campagne avec Ciel Bleu, un opérateur qui est spécialisé dans l'activité physique adaptée et qui, chaque année, à l'occasion de la semaine, donne des milliers de séances et d'heures d'activité physique adaptée qui sont adossées à un message de sensibilisation à la dénutrition. Donc, c'est très vaste. Nous, on est absolument ravis de cette
de cette ampleur. Et c'est aussi un thème, une thématique de laquelle vous pouvez vous inspirer si vous souhaitez réaliser des séances ou des actions pendant la semaine de la dénutrition. Alors, je vous ai remis ici quelques photos du concours cuisine ouverte des participants et des participants. Vous voyez, l'année dernière, le thème, c'était le chou. Ça a donné de très belles réalisations, très appétissantes. On a eu plus de 900 projets d'action labellisés cuisine ouverte et 30 participants au concours cuisine ouverte en 2025. Et sur l'opération cuisine ouverte, eh bien, ça fait évidemment office d'action pendant la semaine de la dénutrition. Donc, si vous y participez, eh bien, enregistrez votre action cuisine ouverte sur la plateforme officielle. En plus de ces opérations thématiques, on vous propose un programme de webinaire avec les meilleurs professionnels, des professionnels chevronnés nationaux sur chaque enjeu. La dénutrition, c'est au croisement de beaucoup d'autres, sujets qui sont plus larges. Par exemple, la dénutrition et la santé mentale, l'alimentation et la fin de vie, les enjeux éthiques de la nutrition, le rôle de la santé bucco-dentaire dans la prévention de la dénutrition, le rôle des aidants, etc., etc. Et donc, ces webinaires font un programme. L'année dernière, il y en avait à peu près une quinzaine, auxquels vous pouvez vous inscrire gratuitement. Ils sont ouverts à tous et à toutes et ils s'adressent au grand public. Et ces webinaires seront également disponibles, et ceux de l'année dernière sont disponibles sur la chaîne YouTube du collectif. Je vous ai remis ici le programme de la semaine 2025. Donc, vous voyez dans les cases bleues, hein, ce sont les webinaires qui ont été donnés. Il y a eu au total un peu plus de 6000 inscrits. Donc, on avait par exemple proposé un webinaire avec France Alzheimer sur les croyances et les réalités entre la maladie d'Alzheimer et la nutrition. Il y a eu un webinaire sur la dénutrition et le cancer, un webinaire donné par la CNAF sur la nutrition et les liens entre nutrition et santé mentale. Enfin, vous voyez, c'est vraiment très large. Et ça s'adresse à un vaste public. Donc n'hésitez pas à consulter le site du collectif fin septembre pour pouvoir retrouver ce programme de webinaire qui sera annoncé un peu plus d'un mois avant la semaine de la dénutrition. Pour les EHPAD et les résidences autonomie qui souhaitent mettre en avant le travail qui est fait dans leur cuisine collective, eh bien, vous avez la possibilité de candidater au label Établissement Gourmand, qui est un label conçu par le collectif en 2025. C'est un label qui vise à valoriser en fait l'engagement du secteur de la restauration collective dans la confection de plats, de recettes qui sont bonnes et qui mettent l'avant sur le beau, mais qui aussi permettent euh, de, mais qui aussi proposent des produits de qualité et des produits qui soient adaptés au régime alimentaire de leurs patients, de leurs résidents. Et donc, le principe de ce label, c'est que vous puissiez déposer votre candidature, qui sera ensuite examinée par un jury. Et si vous êtes éligible, eh bien, un chef viendra auditer votre établissement en présentiel et il suivra 4 axes: la restauration, la nutrition, la maîtrise des arts culinaires et la qualité des produits pour évaluer la possibilité d'un établissement à obtenir le label établissement gourmand. Donc, si vous voulez plus d'informations, je vous invite à aller sur le site du collectif où vous pourrez retrouver l'ensemble des modalités de participation au label. Voilà, alors maintenant que je vous ai présenté les différentes opérations hein, auxquelles vous pouvez participer pendant la semaine, j'aimerais faire un petit focus sur les outils qu'on met à votre disposition pendant la semaine. Donc, je vais notamment vous parler de la plateforme et puis de l'ensemble des flyers que vous pouvez commander gratuitement pour soutenir vos actions pendant la semaine. Excusez-moi une seconde, je bois une petite gorgée d'eau et je reprends. Alors, cette plateforme de labellisation d'inscription à la semaine de la dénutrition, eh bien, en fait, c'est une plateforme qui vous permettra d'être autonome dans la gestion de votre action et puis dans la gestion de vos commandes de kits de communication. Le principe de cette plateforme, c'est que vous utilisiez votre numéro SIRET comme identifiant qui vous servira par la suite à déposer vos actions et commander vos kits. Alors, pour ceux et celles qui ont déjà participé à la semaine l'année dernière,
Le numéro SIRET est resté enregistré, donc vous arriverez tout simplement sur l'espace de dépôt des actions et sur l'espace de commande des kits. Et pour ceux et celles qui ne sont pas familiers avec la plateforme, il faut simplement trouver le numéro SIRET de votre établissement et le saisir, et puis rentrer quelques détails concernant votre participation à la semaine et votre adresse mail. Et une fois que vous serez enregistré, eh bien vous pourrez déposer vos actions et commander vos kits. Cette année, il y a un peu plus de, il y a six ou sept outils qui sont disponibles à la commande. Il y a donc les flyers thématiques que je vais vous présenter un peu après, le flyer d'autodépistage par AD, des flyers accompagnant la prescription et la délivrance des compléments nutritionnels oraux à destination des médecins et des pharmacies, un carnet de suivi de poids en oncologie, une affiche pour la restauration collective, les badges officiels de la Semaine nationale de la dénutrition, et puis le flyer d'aide au dépistage des troubles des conduites alimentaires, qui est finalement le nouveau-né 2026, et je vais vous les présenter un peu plus en détail juste après. Alors notez bien cette date, elle est importante. Le 25 septembre, c'est la date butoir de commande des kits de communication. Malheureusement, on ne sera plus en capacité de prendre une autre commande après cette date-là parce que on a besoin d'un certain temps lié au routage et puis à l'impression des kits de communication, de sorte à ce que tout le monde puisse les recevoir en amont de la semaine de la dénutrition. Donc vous avez la possibilité de vous inscrire sur la plateforme et puis d'aller commander vos kits de communication et de revenir dessus, de modifier les quantités éventuellement, tout ça jusqu'au 25 septembre. Alors la procédure, une fois que vous êtes enregistré ou vous êtes connecté avec votre numéro SIRET, eh bien, elle est très simple. Vous allez pouvoir labelliser votre action en cliquant sur le bouton dédié et puis vous allez saisir les détails de votre action. Donc là, le formulaire va vous demander des informations sur la date, l'heure, une courte description de l'action, et puis vous allez recevoir un mail de confirmation d'enregistrement de votre action. Et une fois que celle-ci sera validée, eh bien, vous pourrez utiliser le logo officiel de la semaine pour la poser et pour communiquer autour de vos actions. Et vous recevrez bien entendu un mail de confirmation pour vous prévenir que votre action est labellisée. Alors, le dépôt et la validation des actions, vous pouvez le faire jusqu'au 20 novembre, c'est-à-dire le dernier jour de la Semaine nationale de la dénutrition. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on s'est aperçu que parfois certains services, par exemple, menaient des actions pendant la Semaine de la dénutrition et que ça donnait idée à d'autres participants ou à d'autres services de se mobiliser également. Donc, on laisse cette possibilité de déclarer les actions jusqu'au dernier moment de la semaine de la dénutrition. Et puis une fois que vous aurez enregistré votre action, vous pourrez cliquer sur passer aux commandes et vous choisirez les éléments que vous souhaitez recevoir. Il y a un système de quantité qui vous permet de déterminer précisément ce que vous souhaitez commander. Et puis lorsque vous enregistrez votre commande, pensez bien à donner le plus de détails possible sur l'adresse de livraison et à saisir les informations d'un contact de secours. Tout ça, ça permettra de faciliter le travail du livreur et de s'assurer que vous puissiez bien recevoir vos kits de communication en temps et en heure. Alors, au niveau des outils qui sont disponibles à la commande, il y en a plusieurs. Je vous ai présenté, je vous les ai listés, pardon, tout à l'heure, mais je vais vous les présenter un peu plus en détail. Vous avez les flyers thématiques qui sont déclinés en trois versions, le flyer grand public, le flyer soignant, le flyer acteur du domicile. Alors concrètement, ces flyers sont assez courts et ils visent à mettre en avant plusieurs aspects de la dénutrition. Donc d'abord globalement une définition qui est donnée. Ensuite, il y a comment une partie sur le repérage de la dénutrition et puis comment la prendre en charge. Le ton est bien entendu adapté à chaque population cible de ces flyers, mais on retrouve les mêmes idées qui sont d'expliquer ce qu'est la dénutrition, comment on peut la prévenir, de reconnaître les symptômes et de la prendre en charge. Vous avez aussi le flyer en FALC, facile à lire et à comprendre, qui est la traduction stricto sensu du flyer grand public et qui permet aux personnes ne maîtrisant pas la langue française correctement ou ne sachant pas entièrement parler français pour quelque raison que ce soit, de comprendre ce qu'est facilement la dénutrition avec un système de pictogrammes qui qui explicite clairement les enjeux que j'ai listés, donc ce qu'est la dénutrition, comment reconnaître une personne dénutrie, quels sont les risques et puis comment éviter la dénutrition.
Vous avez également le flyer d'autodépistage Parade, qui est un flyer utilisé pour mener des actions pendant la semaine, puisque c'est un flyer qui se distribue très facilement ou qui se pose ou qui se dépose dans une salle d'attente. Le flyer Parade, il permet à l'aide de 4 questions d'évaluer le risque nutritionnel encouru par une personne. Donc, il y a les réponses aux 4 questions sont associées à des pictogrammes, et puis en fonction du résultat, eh bien, on va conseiller d'aller consulter un médecin ou au contraire, les réponses aux questions ne sont pas inquiétantes et dans ce cas-là, il n'y a pas il n'y a pas de matière à changer ou de matière à s'alarmer. Donc, le flyer parade, vous l'aurez dans votre kit de base, mais vous pourrez également commander en complément. Alors en plus de ça, on a le carnet de suivi de poids qui se destine plutôt au secteur de l'oncologie et qui permet très facilement de mesurer l'évolution du poids d'une personne suivant un traitement anticancéreux. Et c'est important parce que le poids, c'est vraiment un des premiers indicateurs pour repérer la dénutrition, et d'autant plus dans le secteur de l'oncologie, puisque les traitements anticancéreux sont souvent calculés, leur toxicité est souvent calculée en fonction du poids de la personne. Donc si le poids diminue, eh bien la toxicité et l'intensité également. Donc ça peut avoir des répercussions. Vous avez également l'affiche restauration collective qui se destine donc plutôt aux cuisines collectives. Et son objectif, c'est de dispenser aux professionnels des conseils simples pour faire du repas un soir à part entière, donc avant, pendant et puis après le repas. Et vous avez également les badges officiels de la semaine nationale qui se destinent aux professionnels et au grand public. On a élaboré en 2025 des fiches d'aide à la prescription des compléments nutritionnels oraux à destination des médecins et des pharmacies et qui proposent des bonnes pratiques pour prescrire et délivrer les compléments nutritionnels oraux, donc avec des conseils sur la temporalité, avec des conseils aussi sur des conseils sur ce qui est à préconiser aux patients. Et puis vous avez aussi une fiche pense bête qui récapitule les apports nutritionnels des principaux types de compléments nutritionnels oraux. Et je vous en parlais un petit peu tout à l'heure, les troubles des conduites alimentaires sont, bien entendu, recoupent la problématique liée à la dénutrition. La dénutrition est une maladie qui peut tout à fait se déclarer dans le cas de personnes qui sont atteintes de troubles des conduites alimentaires. Donc c'est plutôt un flyer qui se destine aux professionnels et qui vise à donner des conseils pour repérer les troubles des conduites alimentaires et plus spécifiquement la dénutrition. Donc, vous voyez, vous avez ici, par exemple, un schéma qui liste les signes cliniques pouvant alerter en cas de troubles des conduites alimentaires. Donc, ce flyer, il est également disponible à la commande pour 2026. Voilà, alors je vous ai remis la répartition des commandes en 2025. Vous pouvez voir que le flyer Parade a été massivement commandé, ainsi que le flyer soignant. Et puis ensuite, vous avez le reste des outils. Donc voilà, le flyer Parade, il est fortement plébiscité, je ne vous mentais pas, puisqu'il est relativement facile d'utilisation et facile à utiliser dans le cadre de réalisation d'une action. En plus de ces outils disponibles à la commande, on met à votre disposition des outils complémentaires sur la plateforme numérique du collectif, que ce soit des guides d'action qui vont vous donner des gestes, des conseils de gestes quotidiens à mettre en place pour repérer ou prendre en charge la nutrition. Ce sont aussi des guides d'action à destination des types de populations, que ce soit des personnes en situation de handicap, que ce soit des proches aidants, des personnes atteintes du cancer ou des professionnels accompagnant les personnes atteintes du cancer. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup de réalités qui sont couvertes à travers ces guides et ils permettent également d'avoir une vision très claire, très large sur ce qu'est la dénutrition.
Là, en 2024, on avait développé, grâce à la CNAV, une campagne de communication qui se destinait plutôt aux aides à domicile. Et cette campagne de communication, elle mettait en avant 4 types d'indices qui doivent mettre la puce à l'oreille sur le potentiel risque encouru par une personne, que ça soit le contenu du frigo, la taille des vêtements, le temps passé au lit ou l'incapacité à monter des escaliers. Par exemple, sont des signaux qui doivent alerter et qui doivent faire penser à la dénutrition. Donc voilà, ces affiches sont disponibles et téléchargeables sur le site du collectif et vous pouvez les réutiliser pour mener une action, bien entendu. On a aussi développé une vidéo en motion design de Paul, un retraité qui est dénutri et qui est mis en scène dans différentes situations de vie, que ce soit lors du sport, lors d'un dîner en famille, etc. C'est une vidéo assez ludique, assez courte et qui permet de comprendre simplement comment s'illustre la dénutrition et comment elle se traduit de manière quotidienne. Donc c'est pareil, vous pouvez retrouver toutes ces ressources sur le site du collectif et vous les utilisez pour les partager. Donc, sur l'Académie de la lutte contre la dénutrition, vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des outils qui ont été évoqués. Vous y trouverez donc des outils opérationnels, des replays, des rapports, des interviews, etc., etc. Et cette plateforme de ressources, elle est assez facile d'utilisation puisque vous pouvez utiliser un système de filtre pour vous repérer vous y trouverez vraiment du contenu très riche euh, qui euh, qui est très spécifique et très précis sur les enjeux de la dénutrition. Alors, si vous souhaitez suivre et contacter le collectif, eh bien, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux. On est principalement sur LinkedIn et vous pouvez aussi vous inscrire sur la newsletter du collectif que vous pouvez retrouver sur le site. Donc, n'hésitez pas si ce qu'on vous a présenté et si vous souhaitez participer à la semaine, tout passe par ces 2 canaux. Et voilà, on espère vous voir nombreux lors de cette prochaine semaine nationale de la dénutrition. Je remercie ceux et celles qui sont restés. Si vous le souhaitez, on a un temps maintenant qui est dédié aux questions-réponses. Donc n'hésitez pas, soit à les poser dans le chat, soit à prendre la parole avec vos micros. Merci beaucoup. Merci Alan pour toute la présentation. Monsieur Mej, Et pour lancer peut-être les questions, les quelques questions-réponses. Moi, j'avais 3 questions. La première, c'est est-ce qu'il y a une campagne de communication au niveau national qui est organisée, j'imagine, sur les grandes chaînes, sur les radios nationales et peut-être sur d'autres supports, notamment les influenceurs, parce qu'on sait qu'ils pèsent beaucoup maintenant sur l'information avec des grosses guillemets des publics. La deuxième, c'est est-ce qu'il existe une application qui permet notamment de vulgariser le test de dépistage parade ou d'autres outils, mais qui rend accessible sur un autre support, qui peut être un peu ludique et très facile à transporter, à avoir sur soi pour les professionnels de santé ou aide à domicile. Et la troisième, s'il y a, à votre connaissance, des expériences de territoires ou d'établissements dans lesquels il y aurait une tentative de faire du 100% dépistage, un peu sur le thème de territoire zéro non-recours, de se dire on prend un établissement et il s'engage à ce que l'ensemble de ces patients avec un profil particulier puissent être dépistés sur cette question de la dénutrition, ou un territoire, que ce soit une commune ou une intercommunalité, qui s'investit pleinement pour essayer sur un laps de temps, peut-être à initier, à lancer pendant la semaine de la dénutrition, pour essayer d'être exhaustif sur un territoire, pour rendre plus visible, vous l'avez dit, une problématique qui est largement cachée aujourd'hui. merci beaucoup. Vos propositions sont intéressantes. Alors, pour ce qui est des campagnes télé, presse, réseaux sociaux, alors, on a eu un impact presse assez important en 2025 avec, je crois, plus de 80 articles qui étaient publiés. Et donc ça, c'est intéressant parce que c'est à la fois la presse quotidienne, régionale, mais aussi différentes presses plus importantes. Peut-être que Alan, tu as en tête spécialement des choses. En tout cas, il y a eu une dépêche de l'AFP qui a été beaucoup retransmise. Donc ça, c'était intéressant. À la télé, il y a eu un moment sur la dénutrition dans le magazine de la santé et dans Allo Docteur.
Donc, ça fait 2 émissions télé et on voit que les journalistes commencent à s'accaparer un peu et à s'approprier le concept et l'idée de la dénutrition parce qu'en fait, ils en parlent spontanément eux-mêmes sans forcément solliciter des experts. Alors, par contre, pour ce qui concerne une campagne nationale, ben, en fait, on est en train de travailler en réalité sur un film. C'est pas facile d'illustrer en 30 secondes la dénutrition et ses solutions, mais on y travaille. En tout cas, il y a un financement possible, donc c'est en cours. On aimerait bien que ce soit prêt pour novembre 2026. Pour ce qui est du paradé, ou parade, alors nous, on peut vous envoyer des exemplaires papier euh, gratuitement, comme tout pour tous les outils. Le Paradé, il a un copyright et donc il y a eu des demandes pour justement faire une application numérique. Et donc, vous les verrez peut-être apparaître sur des sites prochainement. Donc là, les conventions sont en cours. Et est-ce qu'il y a eu des choses 100% dépistage? Euh, Pas que je sache. Et pourtant, c'est une très bonne idée. Ça rejoint aussi non seul la démarche de Nutrition Day qui est à l'échelle européenne de dépister toutes les personnes à l'hôpital, en EHPAD en particulier, un jour donné. Et c'est possible qu'on essaye de lancer ça. Le problème, c'est que Nutrition Day, c'est assez lourd, à faire. Donc pour l'instant, c'est pas ça. Mais ce serait vraiment intéressant, je pense, c'est une très bonne idée vous pourriez faire ça très bien en Corse. Avec voilà, un jour donné, on dépiste tout le monde, ce serait une très très belle action. Là, l'idée, si j'arrive à mobiliser une petite enveloppe pour un appel à projet spécifique sur cette question-là, pour essayer de mobiliser encore un peu plus les acteurs, ce serait pouvoir, par exemple, flécher ce type d'action pour avoir une expérimentation On a des territoires qui sont relativement limités, où il y a beaucoup d'interfaces entre les acteurs. Ça pourrait être, je pense notamment à une région qui est souvent très réactive sur ce type d'initiative, qui pourrait peut-être expérimenter une approche de ce type-là. Je vais creuser un peu l'histoire. Ah bah, super. Ce serait une jolie action. Et en plus, l'intérêt, c'est de commencer, c'est qu'après, bah, ça montre que c'est possible et ça peut être fait dans d'autres territoires. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou questions? Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont déjà participé à la Semaine nationale de la dénutrition? Elsa Pister du CIAS. J'ai quelques questions, notamment par rapport au diagnostic. Hein. Une fois que le diagnostic a été réalisé, est-ce qu'il existe un réseau de professionnels pour l'orientation en fait des personnes qui auront un diagnostic qui est mauvais sur sur leurs conditions de dénutrition? Est-ce que ça existe? Est-ce que ça existe chez nous en Corse? Alors, il n'y a pas de réseau spécifique des nutritions, mais ça fait partie de la prise en charge des malades de manière globale. Donc, ça veut dire que ça dépend des médecins, de tous les professionnels qui sont dans la CPTS au niveau local. Je ne sais pas si vous avez probablement des DAC. Toutes ces structures qui existent doivent et savent normalement s'occuper de la dénutrition. Et Mais par puis, exemple, si nous ici, excusez-moi, si ici on organise du diagnostic, après vers qui peut-on diriger les personnes? Je vous prends l'exemple, par exemple, pour le sport santé, parce que moi, au-delà de ma fonction au CIS, je suis master 2 en APA. très bien. Je souhaite, enfin, on essaie de créer un réseau de partenaires pour pouvoir après orienter les publics sur des activités qui sont le mieux adaptées à eux. Est-ce que dans ce cadre de dénutrition, on a des professionnels après, parce qu'ils vont nous poser la question en fait, une fois que voilà, je suis dénutrie où je vais, est-ce qu'on a des gens qui sont référents en fait sur le territoire? Oui. Alors, quand il y a un diagnostic de dénutrition, en fait, la première chose, c'est quand même de voir le médecin. Parce qu'il y a forcément une cause à cette dénutrition et D'accord. il y a éventuellement des prescriptions à faire, il y a un diagnostic global à faire. La deuxième chose, c'est que les professionnels qui sont impliqués dans l'adaptation de l'alimentation à des personnes dénutries, ce sont les diététiciens. Mhm. Et le traitement, c'est l'alimentation
l'activité physique adaptée, donc vous êtes particulièrement bien placé. Quelquefois, il faut des aides à domicile, et donc les structures d'aide à domicile sont assez sensibilisées, en tout cas, on travaille pas mal avec eux. Et après, quelquefois, il faut l'assistance sociale, etc. Bon, donc ça peut être plus compliqué, mais en fait, ce sont les professionnels qui sont déjà là. D'accord. Voilà, il n'y a pas de référent. Et dernière petite question, nous, on met déjà en place des ateliers cuisine et des conférences diététiques. Super. Est-ce que dans le cadre de votre projet, on pourrait faire un parcours où en fait on ferait un diagnostic et puis après, au lieu de faire des ateliers cuisine actuellement, on a sur la Méditerranée et sur d'autres thématiques, on pourrait faire un axe Ouais, sur la dénutrition. Ça rentrerait dans l'atelier cuisine rentrerait dans le. bien sûr. En fait, ça, c'est vraiment l'idée de la semaine de la dénutrition, c'est d'utiliser ce qu'on a déjà, pas avoir à tout recréer à chaque fois, mais dans les ateliers de cuisine, vous pouvez parler de la dénutrition, comment ça se repère, montrer ce que c'est que le paradis éventuellement. Là, on parle de repérage, hein, ce n'est pas forcément un diagnostic médical. Et puis, d'inviter un diététicien, une diététicienne, éventuellement de donner des flyers. Toujours, Et ouais. on a des flyers très faciles à lire et à comprendre qui sont faits pour ça. À ce moment-là, ça peut être utilisé un, deux ou trois ou combien d'ateliers de cuisine que vous voulez pour faire ça. Ce sont autant d'actions. Très bien. Et le concours est national ou régional? Il est Cuisine ouverte. national. National. Donc, il faudra se déplacer si on gagne, mettons. Il faudra monter à Paris. Oui, mais c'est la fête. Vous vous Et c'est déplacez. pris en charge? Non. C'est moins la fête. C'est pas tant la fête que ça. Bon, d'accord, Bon, merci. Monsieur Mèche, vous voulez dire quelque chose? Non, mais vous aviez parfaitement répondu. Il y a effectivement un certain nombre de médecins qui sont un peu plus sensibilisés, mais le réflexe normal, c'est le médecin généraliste, vous l'avez dit. Certains nutritionnistes ou diététiciens sont particulièrement sensibilisés. Je pense à certains formateurs, notamment PNNS, qui ont tout à fait ces compétences-là. Et puis, la plupart des gériatres sont extrêmement sensibilisés à ces questions-là. Et voilà. Donc, j'entends le message, et peut-être qu'avec les collègues du DAC et de la SCCIS, on essaiera d'identifier plus précisément un certain nombre de structures ressources et personnes ressources. C'est ça. Mais vraiment, utilisez vos réseaux actuels, utilisez les choses que vous faites déjà pour faire labelliser des actions et montrer que vous êtes dynamique sur cette semaine-là. On s'aperçoit que souvent les structures font plus d'actions que ce qu'elles déclarent. Et c'est un peu dommage parce que d'une part, pour vous, il y a une histoire de reconnaissance et pour nous, on a un rapport à faire au ministère de la Santé et à nos autres partenaires. Et plus on a d'actions, plus ils vont être enclins à continuer à nous financer. Autre question, commentaire? Parfait. Bah, écoutez, c'est l'heure de terminer alors. On est à votre disposition vraiment, Alan Fossani, vous avez son mail, je pense maintenant, mais on est aussi au mail collectif des nutritions, c'est à gmail.com, c'est ça? Oui. Ou Vous sur avez le aussi site, l'adresse. Oui. voilà, vous mettez l'adresse. Et on est vraiment à votre disposition pour répondre à des questions, discuter avec vous. On est là pour ça. Un grand merci à vous deux, et on ne l'a pas redit, mais avec M. Fossani, on essaiera de proposer des modalités de replay de ce webinaire et d'accès aux différentes ressources sur une page dédiée. On verra si c'est sur Promotion Santé Corse ou c'est sur le site de l'agence, mais on essaiera de trouver les bons relais. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bonne journée. Merci Merci. beaucoup à vous. Merci, au Merci. revoir. Au revoir. Au revoir.